Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile. Alors, qu'est-ce qu'il donne ce nouveau Predator qui nous est tombé dessus presque à l'improviste, directement sur un service de streaming, chez nous sur Disney+. Je vais pas faire traîner le suspense et vous le dire tout de suite, j'ai adoré. Adoré sans réserve, ça fait vraiment mes plaisirs de revoir un vrai film de cinéma, un grand film de cinéma sur le petit écran. Je regrette vraiment de ne pas avoir pu le découvrir en IMAX. C'est un film qui profite pleinement d'un scope majestueux, de décors naturels absolument éblouissant. C'est un film qui essaye pas d'être autre chose que ce qu'il est, une narration resserrée mais intelligente. On essaye de surprendre le spectateur, on prend ce qu'on a déjà vu, on essaye d'en faire autre chose, c'est juste malin. C'est pas un film qui exempt de défauts, mais pour vous dire la vérité, j'ai même hésité à tourner cette émission tellement j'ai juste envie de me poser dans le canapé et de le revoir. Si vous voulez vous éviter le bavardage de début d'émission, rendez-vous à la fin de la vidéo, je vous découpe la timeline. 1987, date de sortie du premier Predator, et pour moi un immense souvenir, autant le dire, c'est un de mes films préférés. C'est vraiment un film que j'emmènerai avec moi, peut-être un des 10 films, voire un des 5 films que j'emmènerai avec moi sur une île déserte. Mais est-ce qu'il y a vraiment l'électricité sur une île déserte ? Enfin bref, vous m'avez compris, Predator c'est pour moi un film qui nous ramène à une autre époque du cinéma, où les studios prenaient des risques. Predator c'est pas un film qui est arrivé comme ça, là, comme un gros projet, il a mis quelques années à se monter. À la barre de ce film, un jeune réalisateur qui n'avait pas fait grand-chose, John McTiernan. Aujourd'hui, John McTiernan, particulièrement en France, il est auréolé d'un statut de génie visionnaire, ce qu'il est totalement. Il n'y a qu'à voir ce Predator, mais juste avant ça, il avait réalisé un petit film, une petite péloche, thriller, fantastique, qui s'appelait Nomads, qui est vraiment pas mal, que je vais revoir un de ces quatre, que j'avais trouvé vraiment intéressante, avec Pierce Brosnan. Mais là, c'était son premier vrai grand projet, juste avant qu'il n'embraye avec des classiques du cinéma, comme Piège de cristal, ou à la poursuite d'Octobre Rouge. Au générique, bien sûr, le grand, l'immense Arnold, à une époque où il commençait à s'établir en tant qu'action star. On a donc là un Schwarzenegger tout juste auréolé de l'immense succès de Terminator. Terminator, c'est encore une autre idée du cinéma. Terminator c'est 84, 3 ans avant. C'est aussi un budget moyen, un budget très raisonnable, qui a cartonné partout. Arnold avait cartonné dans Conan, et puis Terminator, entre-temps quelques petites péloches, Le Contrat, Commando, qui est devenu culte, mais enfin qui est considéré comme un petit film, et puis d'autres petits films comme Calidor ou Conan 2. Bref, Arnold est en train d'affirmer son statut, et il va pas avoir de mal à le faire dans ce film qui aligne aussi un très beau casting de grande gueule du cinéma, Carl Weathers en tête, oui, Apollo Creed lui-même, et puis Jesse Ventura, et même Kevin Peter Hall. Alors, Kevin Peter Hall, vous ne savez peut-être pas qui c'est lui qui joue le Predator. Il faut parler de lui parce que avant ce film, il n'avait pas fait grand-chose, une petite série dans laquelle jouait Courtney Cox, Superminds. Il culmine quand même à quelque chose comme 2,20 m, c'est un très grand acteur, littéralement. Je trouve que c'est aussi un très grand acteur, sous le costume du monstre. Il a joué aussi le Bigfoot dans Bigfoot et les Anderson, normal, avec une taille comme ça, mais dans le Predator, il fait des merveilles. Je trouve qu'il a vraiment une interprétation très nuancée. D'ailleurs, lui-même, dans une interview à l'époque, le disait à la sortie de Predator 2, qu'il avait essayé de jouer les deux Predators de manière différente. Le premier Predator est un chasseur vétéran, expérimenté, plus âgé. Dans Predator 2, on a un Predator plus jeune, un peu plus foufou, et je trouve que ça se sent particulièrement dans son interprétation. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça vous le savez sans doute, c'était Jean-Claude Van Damme qui tenait au début le rôle du Predator. Il avait commencé à tourner le film, et puis très vite on s'est rendu compte qu'on faisait fausse route. D'après ce que je lis, ces scènes, c'est pas que Jean-Claude Van Damme était un mauvais acteur, c'est juste que le costume dont on l'avait affublé, c'était pas du tout le costume qu'on a vu dans la version finale de Predator, ça devait pas être loin du costume d'un mec avec un casque de moto, donc littéralement ça marchait pas à l'écran, et on a bien fait de faire appel à Stan Winston pour revoir la créature, qui est juste l'une des plus belles créatures du 7e art. Voilà, on notera aussi dans ce film forcément la partition particulièrement enlevé, particulièrement tribal d'Alan Silvestri, l'une de ses plus belles partitions, et ça nous donne un film absolument extraordinaire, incroyable. Franchement, je peux le voir, le revoir, le découvrir à chaque fois, c'est juste une merveille absolue, sachant que j'adore le postulat de départ, qui a accouché tout un tas de copies plus nulles les unes que les autres. Enfin, Predator, ça reste un des grands classiques du cinéma de SF. Predator 2, c'est en 90, et là on change de registre, c'est un film que j'adore aussi, je le trouve vraiment très bon, alors peut-être que mes souvenirs de gosse, sauf que c'est là qu'on voit que le mythe du Predator embrasse directement un côté série B, très comic book, très prononcé. On reparlera prochainement dans une autre émission de l'apport de Dark Horse, la compagnie de comics américains, à la mythologie du Predator, mais là on embrasse pleinement un côté décomplexé, un côté vraiment de série B, rien que sur ce parti pris d'un Los Angeles en 97, en proie à une guerre des gangs. Ce héros, Danny Glover, qui prend le contre-pied un peu du personnage interprété par Schwarzenegger, c'est un héros tout en second degré. On voit Danny Glover, en gros, on transpose son personnage de L'Arme Fatale. Alors Danny Glover, quand dans L'Arme Fatale, il dit ouais, j'ai passé l'âge de ces conneries, il faut savoir qu'il était pas si vieux au moment où il a tourné Les Armes Fatales, parce que L'Arme Fatale 1 et 2 avaient déjà été tournés au moment où Predator 2 est sorti, en 90,
et sur le plateau de Predator 2, il avait 44 ans. Donc c'était pas un vieux de la vieille, et c'est plutôt un acteur qui s'affirme sur l'écran, mais bon, le film a quand même, je trouve, un côté série B, super sympa, et la présence de Gary Busey, du coup, au générique, n'étonnera personne. À la barre, Stephen Hopkins. Alors Stephen Hopkins, j'ai longtemps cru qu'il était australien, pas du tout, hein. Il est né en Jamaïque, et puis il a été élevé en Australie, entre l'Australie et l'Angleterre, je crois, et c'est un metteur en scène, là encore, de série B, mais alors de bonne série B, Blow Away, avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones, c'est lui, c'est un excellent film. Judgment Night, avec Emilio Estevez, c'est top, et c'est lui aussi. Et avant Predator 2, je crois qu'il a réalisé le 5e volet des Aventures de Freddy, un volet très onirique, où j'aime beaucoup, il y a des visions dedans qui sont complètement dingues, et qui sont dues juste à sa mise en scène vraiment inspirée. Là encore, sur ce Predator, il s'en donne à cœur joie. Il y a des scènes qu'on peut pas oublier. La scène de l'attaque dans le métro est complètement folle. L'attaque dans le penthouse est vraiment bien. Toutes les scènes de la fin dans l'abattoir, enfin, j'aime beaucoup. Ce film ancre encore la mythologie du Predator pour transformer la créature en véritable icône du 7e art. C'est en 2004 que ça fait mal. En 2004, sortie d'Alien contre Predator, premier volet. Puis en 2007, Requiem, la suite. Alors là, autant le dire, vous le savez tous, c'est pas un film qui a été très bien reçu. Je pense que c'est un film qui est particulièrement incompris, mal compris, et je vais vous le dire, vous allez me huer, mais j'aime beaucoup, mais beaucoup, le premier Alien contre Predator. Je le trouve très réussi, je trouve qu'il a été vraiment mal compris, parce que c'est la rencontre de deux univers qui n'étaient pas forcément faits pour se rencontrer sur le grand écran. L'univers très sérieux, hard SF de Ridley Scott et James Cameron, et puis l'univers très série B, très comic book, du Predator, et forcément dans ce genre d'adaptation non officielle des BD de Dark Horse, c'est un très bon film, moi j'aime beaucoup. Le Predator en sort grandi, les Aliens peut-être un peu moins, mais il y a des très très belles séquences, de bons acteurs au casting, bref, je trouve que c'est un film sympa. Les frères Strauss qui réaliseront le film suivant, Strauss ou Strauss, je sais pas comment on dit, le décriront vraiment, parce que le public n'a pas du tout, mais alors c'est rien de le dire, du tout accroché à ce premier volet, et eux nous promettent tranquillement de faire mieux que ce volet qui avait juste étaler sa nullité, ça c'est eux qui le disaient en interview, une belle déclaration de prétention. Malheureusement, leur Requiem est loin de redorer le blason de cette franchise, parce que leur film est juste une nullité absolue, je trouve ça mais vraiment nul. C'est non seulement un film qui n'exploite aucune de ses idées, qui est juste craspec pour être craspec, malheureusement, comme il est filmé dans la pénombre en permanence, on comprend rien à ce qui se passe, c'est illisible, c'est vraiment pas un bon film, on attendait autre chose d'une invasion Aliens Predator sur Terre, bref, une belle occasion gâchée. Là, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve là? On se retrouve avec le Predator, qui était à l'affiche de deux films qui n'ont vraiment pas marché. On laisse reposer la sauce quelques temps, et puis on revient par la petite porte. On arrête les conneries, on arrête les Predators qui vont chasser l'Aliens, et on se retrouve avec Predators, avec un S, en 2010, réalisé par Nimrod Antal. Nimrod Antal, c'est Control, à l'époque, c'est aussi Motel. Alors Control, c'était une petite série B qui se passait dans le métro et tout, que j'avais trouvé très sympa, un peu sombre, mais vraiment pas mal pour un premier effort. Et puis Motel, j'aime beaucoup, avec Kate Beckinsale. C'est vraiment un thriller un peu Hitchcockien qui exploite pleinement son concept. Et c'est aussi Blindé. Blindé, c'est une bonne péloche d'action, aussi très resserrée. Pas étonnant qu'on pense à lui, donc, qui sait exploiter des petits budgets et créer une véritable ambiance, développer des personnages pour réaliser ce Predators, sachant que c'est Roberto Rodriguez, dans l'ombre avec sa compagnie de production, qui fignole le projet, qui monte tout ça. On fait appel à Rodriguez, parce que Rodriguez, il sait gérer des petits budgets. Alors, j'ai parlé de lui récemment dans une émission, un de mes amis m'a accusé de lui avoir taillé un short, c'était pas du tout mon intention, hein. Alors c'est vrai qu'en revoyant les images, je me suis dit, ouais, j'ai été quand même un peu dur avec l'ami Roberto, qui est un réalisateur que j'adore, mais je voulais juste montrer dans l'émission à quel point c'est un homme de concept, plus qu'un vrai metteur en scène, au sens, enfin, un réalisateur techniquement aguerri. Moi j'adore Robert, hein, j'adore Robert Rodriguez, j'ai tous ses films, j'aime tous ses films, je trouve ça vraiment bien. Je trouve qu'il est jamais meilleur que quand il développe ses propres concepts. Après, je trouve que c'est pas le meilleur réalisateur, on va pas revenir là-dessus, vous pourrez voir l'émission. Toujours est-il qu'on va le voir pour développer un nouveau Predator avec un budget réduit. Budget réduit, c'est 40 millions de dollars, donc pour un Predator, c'est assez léger. Le film marchera doucement tout autour du monde, je crois qu'il en rapporte près de 130, et 40 millions de dollars, c'est pas grand chose, hein, parce que le Shane Black, quelques années plus tard, coûtera quelque chose comme 88 millions. Donc là, on est sur la moitié du budget du Shane Black. Autant le dire, pour l'avoir revu hier soir, c'est un film que j'aime beaucoup, ça devait être ma 5e vision, je le trouve vraiment bon, en fait, et de mieux en mieux à chaque vision. Quand je l'ai découvert en salle, j'avais dit, ouais, bon, bof. Je pense qu'il n'y avait pas l'effet de surprise, parce que c'est un film qui est très fidèle au film de McTiernan. C'est même un film qui est presque trop respectueux de l'œuvre originale. On lui emprunte carrément des plans entiers, il y a
la même musique qui revient, bref, on transpose ça sur une planète, mais c'est encore une nouvelle fois une équipe de mercenaires qui viennent affronter une créature, des créatures en l'occurrence, et là on nous en promet, effectivement, il y en a quand même plein l'écran. Il y a une espèce de déséquilibre un petit peu dans le scénar, au milieu, avec toute cette séquence avec Laurence Fishburne, que j'aime bien, c'est quand même une belle séquence, assez courte, mais que j'aime bien, et franchement le film se tient. Il y a des séquences juste sublimes, cette espèce de séquence au sabre, samouraï en plein milieu du film, je trouve ça vraiment brillant. Je trouve qu'il y a de très très belles choses, franchement si vous le revoyez, il y a quand même un affrontement entre deux prédateurs, ça dure pas très longtemps, mais c'est vraiment puissant, c'est un très très bon film qui respecte le mythe, qui l'égratigne pas, je trouve que c'est un film respectueux du film de McTiernan, de toute la mythologie Predator. J'adore ce film. Le film ne cartonne pas tout autour du monde, mais c'est un peu normal, hein, parce que là... je pars en aparté 2 secondes, mais les studios ont tendance aujourd'hui à croire qu'il y a certaines franchises qui sont faites pour être des grands succès, voire qui peuvent être passées à la moulinette Avengers. Le pire exemple de ça, c'est Terminator Genesis, par exemple, qui est vraiment un film marketé Disney. C'est totalement ça, c'est un film, on a pris le concept de Predator. Predator, c'est quand même un truc où des machines prennent le contrôle de la Terre et vont massacrer l'humanité tout entière, un espèce de génocide mondial. Et puis, on arrive avec une approche... très souris aux grandes oreilles, et on nous pond un Genesis absolument inepte, avec dans le rôle de Michael Biehn, comment il s'appelle cet acteur? Ah, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir, on prend un acteur qui a du charisme et bodybuildé, avec le torse épilé, genre, quand même, Michael Biehn dans Terminator, c'est un clochard, hein, c'est un mec qui se nourrit de rats dans les égouts. Là, franchement, le mec, on n'a pas l'impression qu'il se nourrit de rats dans les égouts. Il arrive en mode beau gosse, il y a Daenerys au casting, enfin bon bref, les dernières minutes du film sont stupides, tout l'ensemble du film, on a l'impression que c'est pour lancer vraiment une franchise, à la Avengers, bref, débile. Il faut quand même que les studios comprennent qu'il y a des franchises qui sont pas faites pour être d'énormes succès populaires. On peut faire du succès avec, on peut faire de beaux succès, enfin, il faut quand même comprendre que The Thing, Alien ou Terminator, voire Predator, c'est quand même des franchises violente, très SF, et que ça s'adresse pas à tout le monde. Et ce Predator, réalisé par Shane Black, tombe totalement dans le piège. Shane Black, c'est plus que c'était. Alors, sur ses Kiss Kiss Bang Bang, c'est toujours aussi bon, Nice Guys, c'est top, le mec est très bon dans ce genre de polar hardboil, un peu 50s, 70s, ça fonctionne à fond. Mais bon, j'ai pas trouvé son Iron Man 3 éblouissant, je sais qu'il y en a plein qui l'adorent, moi pas du tout, et ce projet il est quand même plombé, il a du plomb dans l'aile, je trouve que ça fait un peu forcé, les dialogues ça sonne pas bien, ça fait un peu bis repetita, on a l'impression qu'on a un cahier des charges qu'on coche, il y a tout un tas d'idées qui sont un peu débiles, cette espèce de chien là qui perd un peu la mémoire, c'est tout nul, alors il y a des Predators qui sont vraiment impressionnants, mais enfin quand même, 88 millions de dollars de budget pour un Predator géant, qui passe pas très bien à l'écran, je le trouve bien impressionnant, mais c'est pas magnifique. Finalement, je trouve que ça donne un film en demi-teinte, qui se regarde bien, qui est plutôt drôle, voilà, c'est sympa, je le supporte, jusqu'aux 5 dernières minutes, et alors là, c'est la cerise sur le gâteau, j'aime bien vous dire ça, mais alors là, ce mec qui découvre un costume magique, là, qui l'habille comme il habillerait Iron Man, c'est juste débile, hein, j'avais pas envie de voir la suite de ça, je priais pour que le film se ramasse relativement, ce qu'il fera, parce que je crois tout autour du monde, il ramasse 160 millions. 160 millions, c'est pas ridicule, mais enfin 88 millions de budget, si vous ajoutez la promo, tout ça, c'est pas un succès, loin de là. Et donc, une immense déception pour les fans de Shane Black, moi je m'attendais vraiment à quelque chose d'énorme, je me suis dit, il va relancer la franchise sur de bons rails, non, là, c'était... La messe semblait dite, je me suis dit, on n'est pas prêt de revoir un Predator de sitôt. Franchement, je savais pas sur quelle piste ils allaient partir, comment ils allaient faire rebondir la franchise. Ce que je savais pas, c'est que au moment même du tournage de The Predator, Dan Trachtenberg développait déjà dans son coin son petit projet. Il avait été voir le producteur, je crois que c'est John Davis, en toute discrétion, l'un des pontes de la Fox de l'époque, avant de donner sa démission, greenlight le projet, donc ça commence à se mettre en route, on entend parler vaguement de Skulls, avant d'apprendre que ce sera un nouveau chapitre de Predator. Et moi là je suis tombé des nues, je me suis dit, non mais qu'est-ce qu'on nous annonce? Un petit budget, Dan Trachtenberg. Franchement, il y avait de quoi être un peu excité, et puis on nous annonce que ce sera une histoire qui se passera chez les Indiens, tout ça, et pourquoi pas? Franchement, une forme de préquel, du coup on se déconnecte des errances des derniers temps pour se recentrer sur l'essentiel, une vraie histoire avec un Predator, franchement, et c'est ce qu'ils ont pu faire de mieux. Dan Trachtenberg, il m'avait vraiment soufflé avec son 10 Cloverfield Lane. Je trouvais que c'était un film extrêmement intelligent et surtout un pur film d'acteurs. Il n'y a que les acteurs, hein, donc si les acteurs sont pas là, bien sûr, il y a John Goodman, bien sûr, il y a de bons acteurs, ça tient la route à cause de ça, c'est pas juste le retournement, le twist de la fin qui fonctionne. Tout le film fonctionne, il y a une vraie montée en pression, il y a un vrai sens du suspense, un vrai sens de la mise en scène. Bref, il m'avait vraiment enthousiasmé avec ce premier effort, j'avais trouvé ça vraiment très maîtrisé, et quand il a été annoncé
au générique de Skulls, à l'époque, avant de devenir prêt, bah, j'ai été plutôt rassuré. Je me suis dit, ouais, non, franchement, s'il traite ces personnages comme il les a traités dans ce film, ça devrait donner quelque chose. Et bien sûr que ça donne quelque chose, parce que ça donne un vrai film de personnage, encore une fois. D'ailleurs, il a développé son projet dans son coin, en toute discrétion, c'est ce qu'il a dû apprendre à l'école J.J. Abrams avec Cloverfield. C'est-à-dire qu'on travaille sur un projet sans rien dire à personne. 10 Cloverfield Lane, quand c'est sorti, on savait pas trop que c'était une... Dans l'univers Cloverfield, à l'époque, on n'en savait rien, donc la surprise de la fin tombait pleinement. Je pense qu'il aurait préféré développer son Skulls encore plus discrètement, mais en l'état, ça fait déjà une belle surprise. Hein. Bien sûr que dans un film d'acteur comme ça, bah, il est au top, hein. Tous les personnages sont bons. Alors ça, c'est un vrai talent que de faire exister des personnages en 2-3 plans. Le film est très court, le film fait... Ils annoncent quasi 1h40, en réalité le générique tombe à 1h29, donc on est vraiment sur un film resserré, la narration est resserrée, et ça c'est pas un problème, au contraire, et on peut tout à fait développer des personnages intéressants en très peu de temps, avec 2-3 scènes bien senties, 2-3 dialogues, ça fonctionne bien, il faut avoir un talent pour faire ça. Hein. McTiernan le faisait parfaitement dans Predator, tous les personnages, vous vous en souvenez parce qu'ils sont juste bons, Carpenter le fait magnifiquement dans The Thing, Stallone a réussi à le faire incroyablement dans le 4e Rambo, en Birmanie, ça se passe très bien, cette équipe de mercenaires, ils existent tous, en 2-3 phrases, c'est juste impeccable. Ben là c'est pareil, je trouve pas ça ridicule une seconde, j'avais un petit peu peur avec l'actrice Amber Midthunder, enfin je l'ai vu dernièrement dans Ice Road, un film avec Liam Neeson, l'homme qui te fait que des bons films, et je rigole pas parce que je trouve que tous ces films sont bons. Le mec, bon, on voit sur certains plans dans les films d'action qu'il peut pas toujours courir maintenant comme il courait avant, mais à chaque fois il choisit ses projets, c'est des petites séries B, mais rythmées, bien foutues, resserrées, pareil. Ice Road, c'est très bien si vous l'avez pas vu. Et l'actrice est dedans, elle m'avait déjà bluffé dedans, je trouvais qu'elle avait un certain aplomb, elle avait de la gueule, c'est pas comme plein d'actrices qui arrivent un peu en mode girl power, et puis ça passe pas, on n'y croit pas une seconde. Là, franchement, elle passait bien. Quand j'ai appris qu'elle allait tenir la tête d'affiche de ce projet, de ce nouveau Predator, j'étais plutôt rassuré, et franchement, elle existe en 10 minutes à l'écran. Vous la voyez à l'écran, moi je trouve que ça passe très bien. Tout le monde n'aura pas le même avis que moi sur ce film, j'en suis sûr, il y en a certains d'entre vous qui seront certainement déçus, et je vous plains si vous êtes déçus de ce près, parce que je trouve que c'est un très grand film, franchement je l'ai vu, je l'ai extrêmement bien reçu, je vais me le revoir juste après avoir tourné cette vidéo, mais je trouve l'actrice convaincante, franchement ça passe bien, c'est en même temps dans l'air du temps, aujourd'hui on nous présente bien ces actrices qui font 60 kilos tout mouillées, qui affrontent des espèces de beaux bébés qui fréquentent les salles de muscu et qui font 150 kilos, en nous faisant croire qu'elle peut le retourner et lui faire une prise de catch, et puis lui casser le bras. D'accord, mais là, on nous présente les choses un peu différemment dès le début avec cet artifice. Alors, on peut trouver ça un peu débile, l'artifice avec la hache. Je vais essayer de rien vous spoiler encore une fois dans cette émission. Hein. Je vais aborder quand même 2-3 sujets parce que je suis obligé d'en parler. Donc, si vous voulez vraiment être vierge de toute la vie, vous regardez le film et puis vous revenez sur cette vidéo. Mais il y a l'artifice de la hache ramené par une corde qui fonctionne bien. En plus, Dan Trachtenberg utilise pleinement chacune de ses idées, donc c'est agréable, et donc l'actrice s'impose dès les premières minutes du métrage. Je trouve que franchement, ses relations avec sa famille, sa volonté de s'affirmer, ça fait pas juste Pocahontas, quoi, ou Mulan, ça fait pas genre, oui, moi, une femme dans un monde d'hommes, ça passe vraiment bien, ses relations avec les autres personnages sont vraiment bonnes, je trouve que l'actrice, elle porte son rôle d'une manière... Enfin, moi, j'y crois, hein. En plus, on nous la caractérise avec des déplacements très félins, on la voit dans une scène avec un ours. Elle a des déplacements très félins, donc forcément à la fin, on peut croire qu'elle soit rapide, qu'elle soit vive, qu'elle soit plus rapide et plus efficace que son adversaire, qui est beaucoup plus lourd, plus pâteau d'une certaine façon, qui préfère affronter des ours que cette espèce de souris qui lui tourne autour. Bref, à ce niveau-là, je trouve que ça passe carrément. Et l'intelligence de Dan Trachtenberg aussi, c'est d'utiliser pleinement des décors canadiens, mais à couper le souffle. Alors moi, j'adore les films en pleine nature, type... je sais plus comment ça s'appelait, The Age avec Anthony Hopkins et Alec Baldwin, qui était sublime, qui avait aussi une attaque d'ours très très bonne, The Revenant avec DiCaprio, qui est un magnifique film aussi, et là, c'est un peu la même approche, on est dans des paysages, mais vraiment à couper le souffle, un scope à tomber, je vous dis, là je l'ai découvert sur Disney+, je vais le revoir sur Disney+, je croise les doigts pour qu'il y ait un magnifique 4K qui sorte, je vais prendre plaisir à le redécouvrir et le redécouvrir encore. Je pense qu'on peut pas se lasser de ce film, déjà parce que l'enchaînement des séquences est absolument à tomber, mais pour en rester sur les décors, ils sont juste incroyables, exploités pleinement, que ce soit un barrage de castors dans une rivière, que ce soit des rochers, on exploite pleinement la géographie des lieux, l'attaque de l'ours, j'y reviens, mais en fait, on enchaîne succession de séquences, sur succession de séquences d'anthologie littéralement, et l'attaque de l'ours c'en est une. Je veux dire, il y a un placement...
une gestion de l'espace qui est absolument dingue, avec cet ours qui arrive, puis qui fait le tour, puis qui revient, on ne sait pas d'où il va surgir, on ne sait pas comment on va s'en sortir, c'est juste brillant, il y a le chien qui part, qui revient, vous allez voir ce film, vous allez dire, ah ouais, et en fait, une fois que ça démarre, et ben ça s'arrête jamais. Et c'est une espèce de grande fête du Predator, vous le voyez tout le temps, on l'a jamais vu autant dans un film, le Predator est juste impressionnant. Alors là encore, on parlait de Michael Peter Hall, qui avait fait une interprétation extraordinaire du Predator. Là, on a développé une créature entièrement différente, alors je sais pas si dans leur esprit, ils se sont dit, bon, ça se passe quelques siècles avant, on va essayer de développer un Predator plus brut, plus animal, plus agressif, mais on se retrouve avec une espèce de bête sauvage, complètement impressionnante. Quand il enlève son masque, franchement, on lui a fait un design qui est vraiment vénère, ça passe super bien, il est rapide, il est violent, le film est très violent forcément, et je trouve qu'on l'a jamais autant vu à l'écran. On le voit exploiter toute une galerie de gadgets, on le voit se défaire de dizaines et de dizaines d'adversaires. Enfin, c'est ce qu'on n'avait pas trop vu de scènes comme ça du Predator, avec une multitude. Il y a un moment, le titre est assez bien trouvé, prêt, parce qu'il se retrouve vraiment, littéralement, la proie de chasseurs qui essayent de l'arrêter, voire de le capturer pour en faire je sais pas quoi, parce que ces chasseurs sont des trappeurs, alors français plutôt cajuns, parce que accent québécois oblige, et encore une fois, j'ai rarement l'impression de m'être autant régalé en voyant un Predator en action. On a tout un panel de gadgets et de façons de se battre, parce qu'il utilise pleinement chacun de ces gadgets dans différentes situations, ça fonctionne à plein, surtout dans, je vous dis, dans nos décors qui sont pleinement utilisés, parce qu'il y a une volonté très naturaliste. On n'est pas chez Terrence Malick, mais enfin c'est quand même assez posé, on a vraiment l'envie de présenter la nature, les décors naturels, on utilise une forêt noyée dans une pluie un brouillard ou une pluie de cendres, on ne sait pas trop, on utilise pleinement des marécages et des sables mouvants, des forêts absolument magnifiques, et on a ce peuple-là qui est à l'écoute de la nature, qui est noyé dedans. On a des plans absolument géniaux pour nous faire comprendre la sélection naturelle, hein, avec les CGI aussi, on va en reparler des CGI, mais la sélection naturelle à travers 2-3 plans qui sont vraiment réussis, vous allez voir de quoi je parle, une souris, puis un serpent, on nous refait le coup 2-3 fois, ça passe vraiment bien, et du coup on n'a pas de mal à croire en ces Comanches qui sentent, surtout la jeune femme, qui sentent qu'il se passe quelque chose quand le Predator arrive. Elle sent qu'il se passe quelque chose parce que sa simple présence va déséquilibrer un peu cette nature à laquelle ils sont tellement habitués. Je vous parlais des CGI, les CGI sont absolument mais époustouflants. Époustouflants, je trouve ça très très bon, j'aurais bien aimé le découvrir en IMAX, parce que franchement j'aurais bien aimé voir si en IMAX ça rendait aussi bien. Dès le début il y a une chasse avec un cerf, le cerf change de direction, le chien le poursuit. Franchement, à des moments je me dis mais c'est très très loin de la biche dans The Walking Dead, hein. C'est un tout autre délire, l'ours il est impressionnant aussi, du coup le Predator forcément est impressionnant, il y a vraiment des très très beaux plans, les CGI sont vraiment, mais franchement, je pense que le film n'est pas un gros budget, mais alors pour le coup, il a exploité pleinement, mais chaque dollar quoi. Décor naturel, CGI, tout est parfait, la musique, on n'essaye pas de copier Silvestri, pas du tout. On essaie de créer une nouvelle partition particulièrement réussie qui habille bien les images, franchement, qui les noie pas, donc je trouve ça vraiment vraiment bon, avec encore une fois beaucoup de goût, et encore une fois avec un budget que j'imagine assez réduit. Franchement, j'ai pas réussi à le trouver le budget, je voulais vous en parler, j'ai pas réussi à le trouver, mais quand on a des idées, ça se demander si la sauvegarde, la survie de certaines franchises viendra pas du petit écran. Je vous ferai peut-être la conclusion là-dessus, mais enfin, quand on voit ce qu'on est capable de sortir comme ça directement sur un service de streaming, c'est juste hallucinant, et je pense que l'enveloppe allouée au projet était pas très grosse, hein. Je pense même pas qu'on était à la hauteur de ce qu'on a donné à Nimrod Antal pour le 3e volet. Alors après, on a quand même encore des fois ce côté un peu comic book, quand on voit les trappeurs par exemple qui se pointent, on a une volonté d'en faire des trappeurs j'allais dire de dessins animés, de comic book, des trappeurs un peu, vraiment, là encore, bigger than life. Pas étonnant qu'ils aient envie de choper le Predator, on les transforme en personnages de cartoon un petit peu, ils ont des grosses fourrures, une tête d'ours sur l'épaule, enfin bref, ils parlent québécois, mais ça passe, franchement, je trouve que c'est de bons personnages, de très très bons personnages, dans un film très cruel, parce qu'encore une fois, le sort que va réserver la jeune indienne à l'un de ses tortionnaires est, je trouve, assez cruel, donc c'est un film cruel comme la nature. Moi, j'ai tout adoré dans ce film, en fait, j'ai vraiment tout adoré dans ce film. Peut-être que vous allez trouver ça un peu plus convenu, mais moi, franchement, j'ai trouvé ça excellent. Quand on sait en plus que Dan Trachtenberg a poussé la volonté de réalisme jusqu'à faire doubler le film en comanche, parce que quand même, il a embauché que des acteurs qui parlaient le comanche, pour jouer les Indiens. Donc en réalité, il pensait à un moment faire démarrer le film, les faire parler en comanche, et puis passer tranquillement en anglais, et un peu comme à la poursuite d'Octobre Rouge, justement, et puis finalement, il l'a pas fait, mais il a quand même fait doubler le film après,
par les acteurs en comanche. Donc si vous regardez le film sur Hulu aux États-Unis, je sais pas si c'est le cas sur Disney+, faudra que je regarde, mais sur Hulu, vous pouvez voir le film en comanche tout du long. Donc ça doit être une expérience encore plus immersive, franchement, j'aimerais bien le voir comme ça, parce que ça se passe à des moments de long dialogue, il n'y a pas d'ailleurs de longs tunnels dialogués, c'est jamais chiant, c'est un film qui est jamais chiant, il n'y a pas une séquence que j'enlèverais, je le trouve monté, mais au cordeau. C'est une merveille à ce niveau-là, franchement, j'en changerais pas une image, mais enfin, voir le film en comanche, ça doit être un petit quelque chose, surtout que le film est assez fait de manière assez maligne, je vais encore citer McTiernan, mais un peu à la manière du 13e guerrier, il y a ce passage un petit peu... sans en faire des caisses, on voit qu'on parle pas la même langue, on appelle un interprète, ça passe naturellement à l'écran, c'est juste brillant. Et voilà, je m'arrête là. Si je devais vous faire un petit hit parade de mes Predators préférés, je sais pas où se situerait celui-là, mais sincèrement, je pense qu'il arriverait peut-être juste après le premier. Après, j'ai du mal à faire ce genre d'exercice, à savoir lequel je préfère vraiment, parce que je les aime tous, j'adore Predator 2, enfin bien sûr, le McTiernan trône tout en haut du classement, mais Predator 2, je le trouve excellent dans sa générosité, dans ses séquences complètement autres. J'adore Predators parce que Predators, il a peut-être moins le mérite de l'innovation. Il joue peut-être un peu trop dans la cour de la copie respectueuse. Donc finalement, je pense que ce film-là, je le trouve juste... Enfin, je le mettrais sans doute juste après l'original. Et ça donne quand même à réfléchir. Hein. Ça donne quand même à réfléchir quand on voit que ce film débarque directement sur un service de streaming. Ça donne quand même à réfléchir sur le futur de certaines franchises quand on voit qu'on n'arrive pas à faire redémarrer les Terminator, quand on voit qu'on peine sur certaines grosses franchises, franchement, est-ce que le petit écran n'est pas la porte de sortie pour ces séries-là? Franchement, là où on cherche du contenu en permanence, qu'on cherche à pousser du contenu, que les gens vont regarder juste parce que, ah bah tiens, c'est la nouveauté et tout, c'est peut-être là que ça se passe finalement. Bref, j'ai encore beaucoup parlé, assez pour une soirée, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire. J'espère que vous allez regarder près, je vous encourage à le regarder, bien sûr que vous allez le voir. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi, sincèrement, parce que moi j'ai pris vraiment une claque. Et je file de Spa m'offrir une seconde vision, voilà. Passez un très bel été, une très belle fin d'été, parce que là quand même ça commence à avancer. Je vais pas vous publier une émission tous les 2 jours comme ça, très longtemps. J'en profite, en ce moment le micro reste dehors, je peux tourner un peu quelques émissions, donc j'en profite pour vous faire un peu de contenu, et pour vous parler des choses qui m'ont plu, comme ça, au moment où ça me vient. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas. Si vous avez tenu en plus jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est forcément que vous avez trouvé ça un petit peu intéressant. Lâchez un petit pouce, ça vous coûte rien et franchement, ça m'aide beaucoup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On referme là cette nouvelle critique réaction à chaud. Et moi je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne. Ciao!